Merci Jean-François. Alors cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Delaporte, qui est cofondateur et président du cabinet Acarva. Laurent Delaporte, bonjour. Bonjour. Alors Laurent Delaporte, vous savez, c'est un peu la tradition dans notre rubrique l'invité de la semaine, de traiter de l'actualité de la semaine passée ou des semaines précédentes qui a retenu votre attention. Donc ça peut être dans la sécurité, mais ça peut être un peu plus général. Donc quel est l'élément qui a retenu votre attention ces derniers temps? Alors il y a un élément qui a tout particulièrement retenu mon attention, c'est en ce qui concerne l'ENISA, donc, qui est l'organe européen de coordination de la lutte contre la cybercriminalité. Donc pour simplifier, on peut dire que c'est l'ANSSI européen? En quelque sorte, avec justement un peu moins de pouvoir et un peu moins d'argent, donc une augmentation de la dotation en termes de moyens économiques et en termes de personnel, mais aussi et surtout la volonté en fait d'imposer une norme au niveau des objets connectés. Donc ça, je pense que c'est particulièrement important puisque, comme chacun sait aujourd'hui, l'informatique est présente partout pour 2,50 $. Un processeur, un peu de mémoire et une carte de communication achetée en Chine, ça ne vaut pas plus cher. Donc on les retrouve bien sûr dans les caméras, ça fait l'actualité l'année dernière, on les retrouve un peu partout. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et bien souvent, on ne met pas les 2,50 $ supplémentaires pour assurer la sécurité de ces dispositifs. Malheureusement non. Malheureusement non. Et tel qu'on avait prévu au départ l'Internet des objets, donc les objets connectés, justement, on n'avait pas en tête cette idée d'ajouter de la couche de sécurité pour faire en sorte que... Et puis on découvre aujourd'hui qu'on est face à pas une catastrophe, mais enfin un gros problème. Je pense que le mot catastrophe est le bon mot. Les objets connectés, on les retrouve partout. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde peut, je dirais, développer, n'importe quel industriel peut développer un objet connecté. On parle même de chauffe-eau connecté, on parle tout est connecté, de frigidaire connecté. Et donc aujourd'hui, absolument, et par conséquent, des zones de risque énormes pour les cybercriminels. Alors, on l'a compris, hein, vous êtes spécialisé dans le domaine de la sécurité. Donc, Acarva, ça a été créé en 2013. Donc, cabinet de conseil spécialisé dans la cybersécurité, la gestion des risques liés au SSI. Est-ce que... alors, vous expliquez que, en fait, vous voulez que vos futurs clients fassent l'expérience de la sécurité active et réactive. Oui. D'ailleurs, on peut être un peu surpris que vous n'ayez pas utilisé le mot proactif, parce que finalement, proactif, c'est un peu par là qu'on va démarrer. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, l'expérience de la sécurité active et réactive? Alors, l'expérience de la sécurité active et réactive, active, c'est d'être en permanence en veille, évidemment, sur son système d'information, c'est-à-dire mettre en place les moyens, alors en quelque sorte être proactif en effet, mettre en place les moyens pour se protéger, mettre en place ensuite les moyens de surveiller qu'on est bien protégé et de surveiller d'éventuelles intrusions. Ça, c'est toute la partie active. La partie réactive, c'est bien sûr, en cas d'intrusion, être capable tout d'abord de l'identifier, ou en cas de diffusion d'un malware ou je dirais de tout risque avéré, être capable de réagir et être capable de stopper, si vous me passez l'expression, l'hémorragie et le cas échéant, bien sûr, de corriger la faille et d'investiguer pour essayer d'appréhender d'où vient, je dirais, quelle est la source de l'intrusion. Vous pouvez nous citer quelques-uns de vos clients? Alors je sais qu'en général, d'ailleurs, quand on n'est pas dans le domaine de la sécurité, mais les fournisseurs sont assez réticents à mentionner les clients. Dans la sécurité, c'est encore pire. Donc je ne sais pas si vous avez à votre actif un ou deux clients qui pourraient être représentatifs de ce que vous faites. Alors malheureusement, on est tout à fait dans le type d'entreprise que vous annonciez. On ne peut pas citer aux clients, je dirais, une bonne partie du CAC 40, donc ça donne une idée du profil de nos clients. Voilà, mais aussi des ETI et quelques PME à forte criticité. Donc vous êtes plutôt sur le haut de gamme, c'est pas le terme, mais plutôt petite, enfin moyenne et grandes entreprises, plutôt que
que l'autre tranche? Je dirais la majorité de nos affaires se font auprès des grandes entreprises, puisque les grandes entreprises, bien sûr, sont très demandeuses aujourd'hui. On sent une très très forte poussée aujourd'hui des PME, même des PME de 10-15 personnes, qui ont cette volonté de faire face au cyber-risque, si je puis dire, toutes les difficultés. Volonté, voire nécessité, non? Enfin, je veux dire, ça s'impose de plus en plus. Ah, c'est obligatoire, je dirais. Aujourd'hui, la cible privilégiée des cybercriminels, ce sont bien les PME, puisque c'est beaucoup plus facile. Je pense que la majorité des PME aujourd'hui sont largement sous-protégées. Alors, vous êtes organisé en 5 grands pôles qui sont assez logiques, si je puis dire, en termes de compréhension. Il y a tout ce qui est audit et test, donc ça c'est un peu en amont. Après, il y a le forensics, et quand il est arrivé quelque chose. Il y a la gestion du système d'information, donc ça c'est la réflexion à long terme. Tout ce qui touche à la gouvernance, en effet. La gouvernance. Il y a le SOC, donc ça c'est quand une entreprise fait de la supervision, enfin vous faites de la supervision pour les entreprises, et puis il y a la formation, donc là c'est pour que les gens arrivent à niveau. Donc finalement c'est assez simple et assez logique à comprendre comme organisation. La question en fait que je voudrais vous poser et qui expliquera un peu mieux comment vous êtes organisé et comment vous travaillez, c'est finalement, est-ce que alors je crois que vous avez une quarantaine d'experts dans votre entreprise, est-ce que ces gens-là, finalement, ils sont capables de faire un peu de tout, c'est-à-dire d'aller sur les 5 types d'activités pour que chacune, finalement, enrichisse leurs compétences et fasse que ce soit des super généralistes? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des gens qui sont spécialisés par type d'activité, et après, bon, c'est le fait d'agencer des équipes qui permet de répondre à toute la problématique? Alors, je dirais la majorité des consultants qui travaillent chez Acarva ont une bonne vision, je dirais, de la problématique globale de la cybersécurité. Par contre, sont tous des experts dans un domaine précis. Alors certains ont la capacité à aborder plusieurs domaines, mais la majorité sont experts dans un domaine précis. La cybersécurité, c'est beaucoup de sujets différents et très rares sont les personnes capables de couvrir à 360 degrés la problématique cyber. C'est d'ailleurs une vraie problématique, pour revenir sur les PME, c'est une vraie problématique pour les PME, puisque... Parce qu'en face, il y a une personne pour tout faire. En termes de moyens... c'est le patron de la boîte. Exactement. En termes de moyens, c'est surdimensionné. Ce qui est nécessaire est surdimensionné. Et vous évoquiez le SOC, c'est la raison pour laquelle nous mettons en place ce SOC pour apporter une réponse, justement, aux PME et aux ETI à cette problématique. C'est-à-dire être capable de leur proposer un niveau de service, si je puis m'exprimer ainsi, qu'ils ne sont pas capables de s'offrir d'une façon naturellement économique, on va dire. Très bien. Et alors justement, parce que c'est un domaine qui est relativement, voire même très technique, quand vous discutez avec les clients, il faut finalement faire la traduction entre ce langage très technique avec tout un vocabulaire parfois un peu ésotérique pour le commun des mortels et dont font partie les patrons d'entreprise. Il faut faire la traduction. Donc, est-ce que comment vous faites ça? Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué? Alors, sur nos interlocuteurs, on a sur les très grandes entreprises que des experts en face de nous. Donc là, pour le coup, c'est une discussion entre experts. Par contre, pour les PME, c'est de la vulgarisation. Beaucoup de vulgarisation. C'est d'abord une mesure, une prise de conscience extrêmement importante que nous devons induire auprès du chef d'entreprise, puisqu'il a une vision assez limitée, souvent du risque. Et puis, cette vulgarisation lui permet de prendre conscience et derrière, nous, de mettre en place, bien sûr après un audit, un certain nombre d'éléments de remédiation pour pouvoir ajuster son niveau de sécurité. Mais finalement, ce langage en termes simples, si je puis dire, avec les patrons de PME, finalement, est-ce que c'est pas enrichissant aussi pour vos experts? Parce que ça donne une vision un peu différente de la problématique telle qu'ils ont l'habitude de la voir. Alors, je dirais clairement si, ça leur permet, alors ça permet deux choses. En fait, c'est enrichissant, je dirais, sur le plan de la vulgarisation, comme je l'évoquais, mais c'est aussi enrichissant en termes de métier, puisque souvent, dans les grandes entreprises,
le consultant qui intervient voit une toute petite partie de la problématique, alors que là, en intervenant dans une PME, nécessairement, il doit maîtriser justement tous les process internes de l'entreprise et être capable justement d'avoir cette vision globale pour apporter une solution pertinente en termes de cybersécurité. Quelle est la formation en général des gens que vous embauchez ou des gens qui sont chez vous Ingénieur ou master. Mais en informatique, bien entendu, informatique, ou ça peut être des écoles généralistes? Alors, assez peu de généralistes, informatique, avec des spécialisations cybersécurité. Donc, il faut que ce soit déjà des gens qui aient une bonne compréhension de problèmes de cybersécurité, avec parfois des spécialisations. Exactement. Alors là, on parle, je dirais, des consultants plutôt techniques. Oui. Après, en termes de gouvernance, on peut avoir des écoles de commerce, tout simplement. Oui, bien sûr. Avec derrière des masters spécialisation en management du système d'information, par exemple. Très bien. Alors, la cybersécurité, ça existe depuis un certain temps, même depuis que l'informatique existe, si je puis dire, mais ça a pris des proportions absolument phénoménales. C'est de plus en plus technique, ça concerne toutes les entreprises, on vient de le dire. Les motivations sont à peu près toujours les mêmes, c'est soit le pouvoir de nuisance. Alors au début, c'était un peu pour montrer qu'on était capable d'eux, après c'est le pouvoir de nuisance. Après, quand c'est de la cybersécurité entre États, donc c'est avec des objectifs géostratégiques ou militaires, ça peut être l'argent. C'est le plus souvent le cas. Mais finalement, dans tout ça, le maillon faible, ça reste toujours l'humain. Enfin, on a par exemple en tête l'exemple de TV5 Monde avec les post-it et les mots de passe qui étaient inscrits sur les post-it. Donc, je dirais que dans ce cadre-là et avec ces tendances-là, quels sont les... Alors là, si on s'adresse aux PME plutôt, parce que les grandes entreprises, elles n'ont pas besoin qu'on leur explique, enfin en tout cas les spécialistes sécurité dans ces entreprises-là, mais pour des patrons de PME, quels seraient le ou les 2-3 conseils très simples pour bien prendre conscience et démarrer? Alors, peut-être pas démarrer, mais en tout cas, essayer de se mettre à jour par rapport à cette problématique. Alors, je dirais, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la cybercriminalité, ce sont des mafias, c'est du crime organisé qui gagne beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent qu'avec la drogue d'ailleurs. Oui, c'est plus l'adolescent boutonneux dans son coin qui... Ça c'est terminé, alors il y en a encore certainement, oui. mais aujourd'hui c'est particulièrement organisé. Et donc ce sont des criminels qui sont là pour gagner de l'argent. Donc l'argent c'est le premier motif. Voilà, c'est le premier motif. Alors, bien sûr, il y a l'espionnage industriel, il y a l'espionnage entre États, mais ça c'est on va dire à plus grande échelle. Vis-à-vis, je dirais, des utilisateurs, ce qu'on appelle une hygiène informatique, informatique, c'est le terme de l'ANSSI, absolument, permet d'éliminer au moins un pourcentage extrêmement important, 80-90% des risques sur l'ouverture des emails, sur la navigation sur le web. Et vous citiez l'ANSSI, l'ANSSI a un certain nombre de livrets à disposition sur son site qui sont tout à fait vulgarisés et à disposition des PME qui permettent, simplement s'inspirant de ceci, de faire un grand pas, je dirais, en matière de cybersécurité. Après, évidemment, l'étape suivante, c'est de s'assurer quand même que l'entreprise n'est pas, si vous me passez l'expression, un gruyère en termes de... Donc finalement, le message assez positif qu'on pourrait retenir, c'est de dire, avec cette hygiène informatique, ces quelques règles simples de base, on élimine déjà une bonne partie des problèmes, parce que sinon, on va avoir des cauchemars. Clairement, et pour revenir aux cinq activités que vous citiez tout à l'heure, on a une activité de formation e-learning avec des modules de sensibilisation destinés aux utilisateurs, donc pour tous les utilisateurs de l'entreprise, avec des modules spécialisés pour les personnes qui voyagent, pour les VIP ou autres, mais de la personne à l'accueil, quelle attitude adopter lorsqu'on vous donne une clé USB, lorsque vous connectez votre cigarette électronique pour la recharger sur votre ordinateur, un ensemble de petites choses tout à fait intéressantes qui vont vous permettre justement d'appréhender les risques que vous prenez, mais que vous faites prendre aussi à votre entreprise avec des gestes au quotidien. Donc, Bon, écoutez, on va rester avec ces règles relativement simples et ce message plutôt positif. Laurent Delaporte, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, Laurent Delaporte, merci à vous, Guy, merci à vous, chers internautes.
Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Alors, pas tout à fait même heure, parce que Guy, je crois que vous serez aux États-Unis la semaine prochaine. Oui. Donc, on se retrouve avec Guy Hervier de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant, excellente semaine à toutes et à tous. Merci.